Le soir de mon mariage, mon mari m'a pris à part. Loin des invités, loin des lumières et du champagne. Il a sorti une carte bancaire noire de la poche intérieure de sa veste. Il l'a posée dans ma main sans un sourire. Et il a dit, calmement, comme si c'était une évidence. « Mes fils pensent que tu es une chasseuse de fortune. Dépense ce que tu veux avec ça. Mais si tu m'aimes vraiment, tu n'utiliseras pas un seul centime. » J'ai regardé la carte, j'ai regardé son visage, et j'ai compris, en une fraction de seconde, que je n'avais pas épousé un homme amoureux. J'avais épousé un piège. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que moi aussi, j'avais préparé le mien. Je m'appelle Sophie Marchand. J'ai 34 ans. Avant de vous raconter la suite, vous devez savoir qui je suis vraiment. Je suis analyste en sécurité informatique depuis 11 ans. Mon travail, c'est de trouver les failles que les autres pensent avoir cachées. Les systèmes, les réseaux, les données, je sais lire ce que les gens croient avoir effacé. Ma famille, elle, pensait que je travaillais dans les ordinateurs. Quelque chose de vague, de peu impressionnant. Rien à voir avec les millions que brassait l'homme que j'allais épouser. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour pouvait effacer les différences de classe. J'ai cru qu'un homme riche pouvait choisir une femme ordinaire pour ce qu'elle est. Puis Édouard Fontaine est entré dans ma vie, et tout ce que je croyais a volé en éclats. Édouard Fontaine, 47 ans. Promoteur immobilier, fondateur du groupe Fontaine & Associés, estimé à plus de 120 millions d'euros. 2 fils adultes, Nathan, 26 ans, et Romain, 24 ans. Et moi, Sophie, venue d'un appartement de 42 mètres carrés à Bordeaux. Quand on s'est rencontrés, c'était dans un hôtel lors d'un séminaire professionnel. Il m'avait regardé comme si j'étais la seule personne dans la salle. Pendant 8 mois, il a été attentionné, généreux, curieux de moi. Il posait des questions sur mon travail, sur ma vie. Il semblait fasciné. Maintenant, debout au milieu de la piste de danse de notre mariage, je comprenais pourquoi il voulait tout savoir. Il me cartographiait. Il évaluait mes limites. Ce soir-là, quand il m'a tendu la carte, les invités riaient derrière nous. Personne n'a vu la scène. Personne n'a vu mon visage changer. J'ai souri, comme toujours. Et au fond de moi, quelque chose s'est verrouillé. Pas de colère, pas de larmes. Juste une décision. Je l'avais dans ma poche, lui, sans qu'il le sache encore. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. J'adore savoir jusqu'où ces histoires voyagent. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous maintenant. Parce que la suite est exactement là où tout bascule. Pour comprendre ce qui allait se passer, vous devez comprendre ce que j'avais découvert avant même de dire oui. 3 mois avant le mariage, dans le cadre d'une mission professionnelle, j'avais eu accès à une base de données financières dans le secteur immobilier. Ce n'était pas une enquête personnelle, c'était du travail. Et dans ces données, un nom revenait. Fontaine Développement SAS. Une société créée 6 semaines avant qu'Édouard ne m'approche. Une société dont je n'avais jamais entendu parler. Dormante, sans activité publique visible, mais liée à 3 comptes bancaires offshore, en Suisse, à Chypre et aux Seychelles. J'aurais pu ignorer ça. J'aurais dû, peut-être. Mais j'ai gardé les fichiers. Pas pour le piéger, juste. Au cas où. C'est le genre de réflexe qu'on développe quand on travaille dans la sécurité. On ne fait pas confiance par défaut. On vérifie. Les premières semaines après le mariage ont été étranges. La villa d'Édouard était immense. 10 pièces, une piscine, des jardins entretenus par 2 employés. Mais elle ressemblait à un décor de théâtre. Froide, silencieuse, surveillée. Nathan et Romain m'observaient, constamment. Nathan, l'aîné, avec un sourire poli qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Romain avec une hostilité à peine masquée. Un soir, Nathan m'a dit, en versant son café, « Tu sais, papa a eu beaucoup de femmes avant toi. Aucune n'est restée longtemps. » Je lui ai répondu calmement. « Je ne suis pas avant toi. Je suis maintenant. » Il a souri. Mais son regard s'était durci. Édouard, lui, continuait à jouer le rôle du mari satisfait. Il répétait à ses associés, « Sophie est différente. Elle est simple, authentique. » Il le disait comme une qualité. Il le pensait comme une faiblesse. Et moi, chaque soir, je rangeais la vaisselle. Je souriais. Je faisais exactement ce qu'on attendait d'une épouse discrète. Pendant que dans mon tiroir, sous une pile de foulards, dormait une clé USB contenant des copies chiffrées de tout ce que j'avais trouvé. Le lendemain de notre mariage, Édouard était déjà parti pour Lyon. Un mot sur la table de chevet, réunion urgente. Rentre ce soir. Ne fais rien d'impulsif. J'ai lu le mot 2 fois. Ne fais rien d'impulsif. Comme si j'étais une enfant. Je me suis douchée, j'ai mis un jean, un t-shirt simple. Puis je suis descendue à la cuisine. Sur la table, une enveloppe avec mon prénom. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une copie d'un acte notarié. Ma signature en bas de page. Parfaite. Propre. Je n'avais jamais signé ce document. J'étais désormais, sur le papier, directrice administrative de Fontaine Développement SAS. Mon cœur s'est arrêté. J'ai relu 3 fois. Mes mains ne tremblaient pas. Mon visage ne bougeait pas. Mais à l'intérieur, tout venait de changer.
Il ne testait pas mon intégrité. Il voulait mon identité. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai branché la clé USB. Les fichiers étaient là. Relevés bancaires. Nom de sociétés écran. Structures juridiques complexes empilées les unes sur les autres. Et au centre de tout ça, Fontaine Développement SAS, créé juste avant qu'il me rencontre. Avec maintenant mon nom dessus. J'ai cherché à comprendre. J'ai cherché pendant des heures. Et l'hypothèse qui s'est formée dans mon esprit m'a glacée. Et si ce mariage n'était pas une histoire d'amour? Et si ce n'était même pas un test? Et si c'était une couverture juridique? Le soir, Édouard est rentré. Costume impeccable. Sourire calme. Alors ma femme parfaite. Belle journée? J'ai souri. Oui, j'ai rangé un peu ton bureau, il a figé. Un quart de seconde, pas plus. Mais j'avais vu. Il savait que j'avais vu quelque chose. Et moi, je savais qu'il le savait. Nous avons dîné en silence poli. Chaque regard était un calcul. Chaque sourire, un mensonge mesuré. Et au fond de moi, une certitude prenait forme. Je n'allais pas seulement lui prouver que je n'étais pas là pour son argent. J'allais lui prouver que je pouvais le faire tomber. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Édouard ronflait à côté de moi, paisible, comme un homme qui n'a jamais eu à craindre la justice. Vers 3 heures du matin, j'ai repris mon téléphone. J'ai cherché Fontaine Développement SAS dans les bases de données que je connaissais. Ce que j'ai trouvé m'a figé. Des virements récents. Plusieurs millions d'euros, reliés à des contrats publics truqués. Et sur tous les documents comptables. Sophie Marchand, signataire officielle. Ils avaient démis mon nom, mon identité propre, mon casier judiciaire vierge, et ils comptaient à s'en servir comme bouclier. Le lendemain, au petit déjeuner, j'ai testé ses limites. Édouard, j'ai reçu un message étrange hier. Quelqu'un me félicitait d'être directrice d'une de tes sociétés. Il a tourné une page de journal sans lever les yeux. Ah oui, c'est juste une formalité. Tout est légal. Je n'ai jamais signé quoi que ce soit. Tu es ma femme, Sophie. Ce qui est à moi est à toi. Son ton était doux, tellement doux que ça en devenait une menace. Je n'ai rien ajouté. Dès qu'il est parti, j'ai pris ma voiture. Direction mon ancien bureau. Un collègue, Thierry, y travaillait encore. Il me devait une faveur. Quand il m'a vu entrer, il a souri. Puis j'ai prononcé 3 mots. Fontaine Développement SAS. Son sourire a disparu. Sophie, où tu as entendu ce nom? C'est compliqué. Je crois que mon mari m'a mise dans quelque chose de louche. Il a baissé la voix. Ce nom circule dans une enquête préliminaire. Des flux suspects, des sociétés reliées à des élus locaux. Si ton nom est dessus, tu dois t'en extraire vite. J'ai senti mes mains se refroidir. Vois ce qu'ils ont exactement sur moi. Il a hoché la tête. Fais vite. Je suis rentrée avant Édouard. Mais j'avais oublié un détail. Le GPS de ma voiture. Le soir, il m'a regardé avec ce sourire froid. Tu es allé quelque part aujourd'hui? Juste faire un tour. J'avais besoin d'air. Tu sais que j'aime quand tu es honnête avec moi. Il n'a pas posé d'autres questions. Mais son regard s'était planté dans le mien comme une aiguille. La nuit suivante, Thierry m'a envoyé un message crypté. Sophie. Ils ont falsifié ta signature sur au moins 7 transferts. Si les autorités avancent, c'est toi qu'ils viendront chercher. Pas lui. 7 transferts. Des millions d'euros. Tous à mon nom. J'avais compris. Je ne pouvais plus me contenter de jouer la femme parfaite. Il fallait rassembler des preuves. Méthodiquement. Silencieusement. J'ai commencé à tout enregistrer. Pas avec du matériel sophistiqué, trop voyant, mais avec ma montre, mon téléphone, de petits enregistreurs plats que j'avais conservés de mes années de terrain. Chaque conversation, chaque document que je pouvais photographier discrètement. Un soir, Édouard a laissé son bureau ouvert. Il m'avait demandé d'y déposer un dossier. J'ai pris mon temps. J'ai photographié silencieusement les papiers posés sur sa table. Parmi eux, ma signature falsifiée sur 6 pages différentes. Je les ai replacés exactement comme ils étaient. Aucune trace. Quelques jours plus tard, j'ai entendu Édouard parler au téléphone tard le soir. Un nom revenait. Veillard. Le ton était tendu, presque sec. J'ai enregistré la conversation depuis le couloir. Puis j'ai glissé la clé USB contenant l'enregistrement dans un vase décoratif de son bureau. Un objet banal. Invisible. Ma cachette temporaire. Thierry m'a aidé à reconstituer une carte complète du réseau. Les transferts falsifiés. La société écran. Les signatures copiées. Il ne me manquait qu'une chose. Un lien direct et incontestable entre les transactions et l'ordinateur personnel d'Édouard. Ce lien, je savais où le chercher. Pas dans son système. Il était trop bien protégé. Mais dans les assistants, les factures, les négligences humaines. Pendant ce temps, je me suis rapprochée de Nathan. Pas par affection, par stratégie. Un soir, pendant qu'il pensait que j'étais au salon, j'ai feuilleté son agenda de bureau. Il y avait un fournisseur de conformité qui n'existait dans aucun registre officiel. J'ai photographié la page. Nathan m'a regardé différemment après ça. Moins avec du mépris, avec une curiosité méfiante. Je ne savais pas encore de quel côté il allait tomber. Romain, lui, s'éloignait. Il avait senti que quelque chose se fissurait dans le système familial.
Il avait peur, et la peur transforme les gens en traîtres ou en alliés silencieux. J'ai aussi sécurisé une sortie. Sous un nom d'emprunt, j'ai loué une chambre dans un hôtel discret à Nantes. J'y ai déposé une copie de tous mes dossiers. Un disque dur chiffré, des documents que je ne mettais pas sur le cloud. Chaque fois que je sortais, je vérifiais que je n'étais pas suivie. Un soir, après une nuit de collecte, Édouard a murmuré en m'embrassant la joue. « Merci d'être toi. » J'ai répondu que c'était un plaisir. À l'intérieur, je me préparais à tout. J'ai pris une décision plus risquée. Laisser une trace qui mènerait à une journaliste. Pas pour déclencher un scandale immédiat. Pour mettre Édouard sous pression, le forcer à regarder derrière lui. Pendant qu'il éteindrait ce feu-là, il ne me surveillerait pas. Je connaissais le nom d'une journaliste d'investigation indépendante. Isabelle Garreau. Elle avait couvert des affaires de détournement de fonds publics. Réputation d'acier. Pas de sentimentalisme. J'ai laissé anonymement sur son bureau de rédaction une enveloppe, une photocopie d'un échange bancaire mineur. 1 centime par-ci. Un nom de société par-là. Rien de compromettant seul, mais suffisant pour allumer une curiosité professionnelle. 2 jours après, j'ai senti l'agitation monter dans la villa. Plus d'appels. Porte fermée. Regard qui se durcissait. Isabelle Garreau avait commencé à creuser. Elle m'a contacté via une adresse anonyme. On s'est rencontrés dans un café près de la gare. Elle est arrivée la première. Cheveux courts, imperméable gris, regard direct. Elle m'a regardé et a posé la question immédiatement. Pourquoi moi? Parce que vous êtes la seule qui peut rendre visible ce qui est invisible. Je lui ai remis une clé USB. Elle a branché. Elle a lu. Ses mains ont légèrement tremblé. C'est fragile, a-t-elle dit. C'est une entrée. C'est tout ce que je demande. Creusez. Elle a accepté à contre-cœur. Puis, avant de partir, elle m'a regardé droit dans les yeux. Si vous êtes impliqué, je ne publierai rien. Je ne mens pas. Sur le chemin du retour, j'ai senti quelque chose d'étrange. Pas de la peur. Une liberté partielle. Si la presse posait des questions, Édouard devrait gérer un front public. Il ne pourrait plus se concentrer uniquement sur moi. À la maison, les choses avaient changé. Nathan venait me parler plus souvent. Pas par amitié, par calcul. Il sentait que les fondations bougeaient. Un soir, il s'est assis en face de moi. « Tu sais des choses ? Je sais ce que je vois. » Il a soupiré. Sa loyauté vacillait. Isabelle m'envoyait des messages courts. Elle avançait. Elle trouvait des connexions. Un cabinet d'avocats à Genève. Des noms qui reliaient Fontaine Développement à des élus régionaux. Puis un soir, Édouard m'a convoqué dans son bureau. Trop calme. Sur la table, une photographie. Moi, entrant dans le café où j'avais rencontré Isabelle. « Tu te balades avec des dossiers maintenant ?» Je prends l'air. « Isabelle Garreau est une femme dangereuse pour toi. Elle utilise ses sources, puis elle les sacrifie. Je ne l'ai jamais rencontrée. » Il a souri sans chaleur. « Je peux protéger ta réputation. Mais tu dois me laisser gérer. C'était exactement le type de transaction que je voulais exposer. » Sa proposition m'a confirmé une chose. Il avait peur de ce que je pouvais révéler. Je suis sortie du bureau sans un mot. Cette nuit-là, j'ai envoyé à Isabelle une version renforcée de mes fichiers, avec une note. Creusez ici. 2 jours plus tard, Isabelle m'a appelé. J'ai trouvé un lien direct entre une des sociétés écrans et un compte géré par un avocat fiscaliste lié à Fontaine. Je ne sais pas encore si je publie, mais j'ai assez pour forcer une réaction. Sa voix était plus ferme qu'au début. « Ne change rien », m'a-t-elle dit. « Reste toi-même. Restez moi-même. » Ces 3 mots portaient tout le poids du monde. La mauvaise nouvelle est arrivée un lundi matin. La sonnette de la villa a retenti. 2 hommes en costume sombre. Cartes officielles. Direction générale de la police judiciaire. Ils ont mentionné des virements, des comptes que je ne reconnaissais pas, des justificatifs demandés sous mon nom. J'avais répété ce moment dans ma tête, mais l'avoir devant moi était plus froid que prévu. J'ai donné ce que je pouvais. Des relevés, des copies de mails, des documents qui prouvèrent que j'avais tenté de comprendre. Pas de cachet. Quand ils sont partis, Édouard était dans le salon. Il a pris mon visage entre ses mains d'un geste presque paternel. « Tu vois, c'est pour ça que je t'avais prévenu. Laisse-moi gérer. » J'ai hoché la tête. « D'accord. À l'extérieur. Soumission. » À l'intérieur, je continuais à enregistrer. Isabelle a publié son premier article 3 jours plus tard. Pas un scandale tonitruant. Un papier factuel. Dosé. Chirurgical.Fontaine Développement SAS. Société récemment active. Transferred suspects. Lien bancaire vague. J'ai lu l'article dans la cuisine. La main crispée sur une tasse de café devenue trop chaud. L'adrénaline m'a traversé comme un courant électrique. La réaction d'Édouard a été révélatrice. Il a annulé toutes ses sorties publiques, multiplié les réunions fermées, parlé de dommages collatéraux, demandé à ses avocats de préparer des lettres de mise en demeure contre la presse. Ce n'était pas la peur d'être prouvé coupable, c'était la peur d'être exposé. Ce sont 2 choses très différentes, mais toutes 2 utiles pour moi. Nathan a commencé à venir me voir plus régulièrement. Des conversations courtes, anodines en apparence, mais je sentais qu'il cherchait une oreille neutre. Une nuit,
Il m'a dit, la voix basse, « Est-ce que papa est vraiment... propre ?» Je l'ai regardé sans répondre immédiatement. « Est-ce que toi tu le crois ?» Il n'a rien dit, mais son silence était une réponse. Romain, lui, avait choisi son camp. Il s'était rapproché d'investisseurs liés à son père. Il avait peur de perdre son héritage. La peur peut transformer un enfant en complice. La stratégie d'Édouard s'est intensifiée. Il a engagé une agence de gestion de réputation. Ils ont fouillé mon passé, trouvé des traces de mon expertise en cybersécurité, et en ont fait un argument. Son épouse peut manipuler des données. C'est elle qui est derrière tout ça. La caricature était simple. Sophie la manipulatrice. J'ai laissé cette image se construire. Puis j'ai travaillé à la retourner. Si mon passé me rendait suspecte, il pouvait aussi me rendre crédible comme victime d'une machination montée par des experts. J'ai glissé à Isabelle des indices pointant vers des consultants externes employés par Fontaine, des noms fictifs, des sociétés qui n'existaient que sur le papier, suffisamment pour ouvrir d'autres pistes. Une nuit vers 3 heures, j'ai cherché dans le cloud interne de Fontaine Développement. Un accès résiduel que j'avais conservé sans qu'Édouard le sache. J'ai trouvé un fichier caché, minuscule, presque invisible, daté du lendemain de notre mariage. Nom du fichier. Contrat SM signé validé. Je l'ai ouvert. C'était la version numérique du contrat falsifié portant ma signature. Mais dans les métadonnées du fichier, une ligne m'a arrêté. Auteur, F. Fontaine ordi perso. Il avait créé le faux document sur son propre ordinateur. Avant de le transférer au notaire. J'avais ma preuve. J'ai tout copié sur une clé USB. J'ai effacé les traces de ma connexion. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message codé à Isabelle. Preuve trouvée, ce soir. Même endroit. Mais avant que je parte, Nathan m'a intercepté dans le couloir. Il tremblait légèrement. « Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais ?»« De quoi tu parles ?»« Papa ne t'a pas épousée par amour, Sophie. Il avait besoin d'un casier vierge. Et moi, j'ai fermé les yeux pour ne pas perdre ma part de l'entreprise. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Il savait. Il avait participé, au moins par silence. J'ai pris une décision immédiate. Alors aide-moi à le faire tomber avant qu'il nous emporte tous. Il m'a regardé longuement. Puis il a dit « Papa garde un double de tout dans le coffre de son bureau. Je t'y donne accès ce soir. » Je me suis introduite dans le bureau pendant qu'Édouard était en réunion. Dans le coffre, disque dur, relevé, lettres. Un dossier étiqueté, Fontaine Développement, confidentiel. Veillard. Je n'ai pas tout lu, mais le dernier document était une lettre signée d'un certain Armand Veillard, adressée à Édouard. Les virements sont sous le nom de ton épouse. Si elle parle, elle prend tout. Pas nous? Tout était là. Édouard m'avait épousée non pas par amour, ni même pour l'apparence. Il m'avait épousée pour la protection légale. Mon identité propre. Mon casier vierge. Son bouclier humain. Je suis sortie du bureau à temps. Édouard est rentré 5 minutes plus tard. Il m'a embrassée sur le front. Tu trembles. Tout va bien? Oui, un peu fatiguée. Cette nuit-là, j'ai tout envoyé à Isabelle. Sa réponse est arrivée à minuit. 3 mots. C'est fini. Dors. Je n'ai pas dormi. L'article est sorti à 6 heures du matin. Titre. Fontaine Développement. Une façade conjugale pour un empire de blanchiment. La photo d'Édouard en une. La mienne aussi. Mais le texte expliquait comment l'épouse avait été utilisée comme couverture légale, sans en avoir eu conscience. Isabelle avait tenu sa parole. Quand j'ai entendu le premier appel téléphonique, Édouard était encore à l'étage. La villa s'est transformée en quelques minutes. Les téléphones sonnaient de partout. Les domestiques chuchotaient. Édouard est descendu, pâle, les traits tendus. Il n'a pas crié. Il a dit simplement « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai rien fait d'autre que dire la vérité. Il a avancé vers moi. « Tu crois que tu as gagné ? Tu ne comprends pas dans quoi tu t'es mise ?» Je crois que si, et c'est exactement pour ça que j'ai agi. Un bruit a coupé notre échange. Le portail principal s'ouvrait. 2 véhicules banalisés. Logo de la brigade financière. Édouard m'a regardé une dernière fois. « Tu m'as détruit ? » Non, tu t'es détruit toi-même. J'ai juste arrêté de me taire. Quand les agents sont entrés, il n'a opposé aucune résistance. Nathan regardait la scène depuis le palier. Blême, les bras croisés, Romain était derrière lui. La tête baissée, Édouard a été conduit dehors. Les flashs des journalistes jaillissaient déjà à travers les grilles. Il n'a pas tourné la tête vers moi une seule fois. Nathan a murmuré, dans le silence qui a suivi. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. » « Si, Nathan, le début de la vérité. » Il est remonté sans répondre. Quelques heures plus tard, Isabelle m'a appelé. Les preuves sont suffisantes pour une instruction complète. Il sera mis en examen. Mais Sophie, tu dois partir. Il y a des gens qui ne voudront pas que tu sortes indemne de tout ça. Je n'ai pas hésité. J'ai pris un sac, ma clé USB originale, et j'ai quitté la villa par la porte de service. Personne ne m'a arrêté. Section 8, vie après,
retournement. J'ai conduit pendant des heures sans destination précise. Je me suis arrêtée dans un motel près de Clermont-Ferrand. Petit. Anonyme. Parfait. Je pensais que le plus dur était fini. À minuit, 3 coups à ma porte, j'ai regardé par le Judas. Nathan, épuisé, les traits tirés, les yeux cernés, je l'ai laissé entrer. Tu ne devrais pas être là. Je sais, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Il a sorti une clé USB de sa poche. Papa n'a jamais travaillé seul. Tu crois qu'il t'a utilisé pour protéger son argent? En réalité, il essayait aussi de te protéger, de Veillard. Cet homme n'est pas un associé. C'est le vrai propriétaire du réseau. Papa n'était qu'un intermédiaire. Et maintenant qu'il est tombé, Veillard cherche un nouveau nom. Le tien. Un frisson m'a traversé. Ils vont essayer de me faire disparaître? Non, pire. Ils vont te réhabiliter publiquement. Te blanchir, te glorifier, puis te faire signer leur nouveau contrat. Et tu deviendras leur façade officielle. Il a posé la clé USB sur la table. Tout ce qu'il te faut pour comprendre est là-dedans. Puis il est parti. Sans un mot de plus, je suis restée seule, la clé dans la main, les pensées en désordre. Si Nathan disait vrai, l'histoire n'était pas terminée. Édouard n'était pas le monstre principal. Il n'était que le masque d'un autre. Et moi, sans l'avoir voulu, j'avais peut-être déclenché une guerre que personne ne contrôlait vraiment. J'ai attendu que le soleil se lève, puis j'ai allumé l'ordinateur. La clé contenait un seul dossier. Veillard, archives privées, des relevés datant de plus de 12 ans, des correspondances chiffrées, des listes de noms. Ce n'était pas juste un réseau d'argent sale. C'était un système organisé qui achetait des décisions politiques, des magistrats, des journalistes, des élus. Et dans plusieurs messages, Édouard apparaissait non pas comme un dirigeant, mais comme un pion. Le plus terrifiant, c'était un message audio. Une voix grave, posée. Si jamais il parle, utilisez la femme. Elle sera notre garantie. J'étais bien la garantie. Pas l'erreur, pas le dommage collatéral. La pièce centrale du dispositif. J'ai envoyé un message à Isabelle. Nouvelle piste. Très dangereuse. Besoin de te voir seule. Pas de réponse. 1 heure, 2 heures. Vers midi, un message crypté d'un numéro inconnu. Isabelle Garot est hospitalisée. Accident de voiture. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un accident. Je suis allée à l'hôpital. Elle était inconsciente. État stable. Son téléphone avait été confisqué. Une infirmière m'a dit qu'elle avait été percutée par une voiture sans plaque à un carrefour tranquille. Je suis sortie tremblante. Veillard savait déjà que j'avais la clé. Dans ma voiture, entre mes papiers, un petit mot que je n'avais pas vu. Ne fais confiance à personne. J'ai appelé Nathan. Silence. 3 essais. Silence. J'ai pris une décision immédiate. Partir. Me mettre hors de portée. Sur la route, mon téléphone a vibré. Message inconnu. Si tu pars, il mourra. Une photo suivait. Nathan, menotté à une chaise dans un entrepôt. Éclairage froid. Industriel. Puis un deuxième message. Veillard veut ce que tu as. Ce soir. 21h. Quai 9. Nantes. Seul. J'ai fermé les yeux. C'était un piège. Mais si je n'y allais pas, Nathan mourrait. Et même si je n'avais pas encore compris son rôle exact dans tout ça, il m'avait donné cette clé. Il ne méritait pas de finir ainsi. J'ai passé les heures suivantes à préparer. J'ai créé une sauvegarde complète des fichiers, envoyée à un ancien serveur sécurisé de mon ex-entreprise, programmé pour diffusion automatique si je ne me connectais pas dans les 48 heures. C'était ma dernière assurance. À 20h50, j'étais sur place. Un quai désert, odeur de métal et d'eau stagnante. Les lampadaires grésillaient. Une voiture est arrivée. 3 hommes. Le premier portait un costume trop cher pour cet endroit. Je savais que c'était lui. Veillard. Il a marché lentement vers moi. Madame Marchand, vous avez quelque chose qui m'appartient. Ce qui vous appartient, c'est un mandat d'arrêt. Pas une clé. Il a souri sans chaleur. Vous êtes courageuse. Comme votre mari. Il a tendu la main. La clé. Et le jeune homme repart libre. Je l'ai regardé dans les yeux. Vous savez que tout est déjà copié. Même si vous l'apprenez, vous ne pouvez pas tout effacer. Ce que je peux effacer, c'est vous. J'ai cru chaque mot. Mais j'avais prévu cette issue. Dans ma poche, un traceur GPS miniature. Dès que je l'avais allumé en arrivant sur le quai, l'adresse avait été transmise à un contact de la brigade financière. J'ai lancé la clé vers lui. Il l'a attrapée. C'est bien. Puis, les gyrophares. Des véhicules ont jailli des 2 côtés. Police. Ne bougez plus. Le chaos. Des cris. Des agents. Je me suis jetée derrière un conteneur, les mains sur la tête. Quand le silence est retombé, Veillard était en menottes. Nathan sanglotait, libre, appuyé contre une camionnette. Un agent m'a aidé à me relever. Madame Marchand, c'est terminé. Quelques heures plus tard, au commissariat, un agent m'a informé. Édouard avait coopéré partiellement avec les enquêteurs avant même son arrestation complète. Il avait fourni les premiers éléments contre Veillard. À sa façon, jusqu'au bout, il avait essayé de me protéger. J'ai compris alors que cette histoire n'avait jamais été seulement une question d'argent. C'était une guerre de contrôle, de pouvoir,
d'identité, et j'avais gagné. Non pas parce que j'étais plus forte, mais parce que je refusais de me taire. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de la maison d'arrêt. L'écriture d'Edouard, Sophie. Tu crois que tu m'as détruit, mais la vérité est plus complexe. Veillard n'était pas mon ennemi au départ. Il m'a sauvée, il y a 20 ans, quand j'ai failli tout perdre. J'ai payé cette dette contrat après contrat, jusqu'à ne plus avoir d'issue. Quand je t'ai rencontré, j'ai vu quelqu'un d'assez solide pour survivre à ce que j'allais provoquer. Je ne t'ai pas épousé pour te blesser. Je t'ai épousé parce que je savais qu'un jour tout exploserait, et que toi seul saurais t'en sortir. Tu as réussi, et pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. J'ai relu la lettre plusieurs fois. Peut-être mentait-il encore. Peut-être pas. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop fatiguée pour ça. L'opération judiciaire qui a suivi a secoué plusieurs régions. Des arrestations en chaîne. Des démissions soudaines dans des cabinets d'élus. Des fuites dans la presse sur des marchés publics truqués depuis des années. Je n'avais plus besoin de me cacher. J'ai quitté la région discrètement. J'ai changé de numéro, vendu ma voiture, loué un petit appartement à Montpellier sous mon nom de jeune fille, Sophie Marchand. Les premières semaines ont été silencieuses. Trop silencieuses. Je marchais le matin. Je faisais les courses. Je lisais sans chercher à décrypter chaque ligne. Mais chaque bruit de moteur devant ma fenêtre me faisait encore lever la tête. La paix s'apprend. Elle ne s'installe pas d'un coup. Un soir, une enveloppe a glissé sous ma porte. Pas de nom, pas de timbre. Une clé USB, un post-it. Dernier message. Une seule vidéo. Nathan, dans ce qui ressemblait à une salle d'audition. Il me regardait droit dans la caméra. Je sais que tu veux tourner la page. Mais tu dois savoir une chose. Veillard n'était pas le sommet. Ce réseau, c'était juste une branche. Si tu restes silencieuse, ils reconstruiront tout. Avec quelqu'un d'autre. Fais ce que tu veux de ça. Mais si tu peux encore te battre, ne t'arrête pas. Je suis restée immobile plusieurs minutes. J'avais rêvé de liberté. Et je voyais une nouvelle chaîne se former. Je pouvais ignorer cet appel. Je pouvais enfin vivre ma vie. Mais tout en moi savait que ce n'était pas fini. J'ai pris mon téléphone. J'ai rouvert un contact. L'agent de la brigade financière qui avait dirigé l'opération du quai. Message. J'ai reçu quelque chose. On doit parler. Il a répondu en quelques minutes. J'envoie une équipe. Vous êtes protégé. Je n'ai pas refusé. Je savais qu'en acceptant, je replongeais dans quelque chose de difficile. Mais peut-être que c'était ma place, finalement. Là où les secrets se paient, là où la vérité coûte trop cher pour ceux qui veulent l'éteindre. J'avais commencé cette histoire en voulant prouver que je n'étais pas une profiteuse. Et me voilà, des mois plus tard, au cœur d'une guerre que je n'avais pas cherchée. Cette fois, je ne me battrai pas pour l'amour, ni pour l'argent. Je me battrai pour qu'on arrête d'utiliser les gens comme des boucliers. Et s'il faut tout recommencer à zéro pour que ça change, alors je recommencerai. Ce que cette histoire m'a appris, et que je veux partager avec vous, le silence n'est pas de la sagesse. Parfois, il est de la complicité. Les gens qui vous sous-estiment vous donnent une longueur d'avance. Laissez-les continuer. La preuve ne crie pas. Elle attend. Et elle parle au bon moment. Et enfin, si quelqu'un essaie de faire de votre nom son bouclier, de votre identité son alibi, de votre silence son avantage, refusez, documentez et parlez. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Si vous aviez découvert ce qu'Emma a découvert, auriez-vous agi comme elle? Ou auriez-vous préféré vous taire pour préserver la paix? Répondez dans les commentaires. Je lis chaque message. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Parce qu'il y a encore des histoires à raconter. À très bientôt. Note: cette histoire est une fiction narrative à but éducatif et de divertissement. Tous les personnages, noms, lieux et situations sont entièrement inventés. Toute ressemblance avec des personnes réelles ou des événements réels serait purement fortuite.